Petit avertissement pour commencer, cette vidéo contient des images qui peuvent être perturbantes. En outre, les propos qui y sont tenus peuvent choquer. Il s'agit cependant d'une réalité très courante au XIXe siècle. Donc si tu as l'esprit fragile ou si tu es imperméable à l'humour noir, il est encore temps de cliquer sur une vidéo de chat. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Salut, je suis le toi du futur, t'as envie de faire de bonnes photos? Bah ouais. Alors laisse tomber toutes ces lectures stupides, tiens, j'ai un truc pour toi. Ça, c'est les bons numéros du loto de la semaine prochaine. Avec ça, achète-toi tout le matos photo que tu veux et tu deviendras un bon photographe. Et profite aussi de l'occasion pour t'acheter une vraie montre. Allez, à plus. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première Rolex. C'est pour ça que tu t'intéressais tellement à cette machine. Dis-moi, tu penses quoi d'Archibald? C'est un vrai photographe, pas comme vous. C'est quelqu'un qui vient d'une époque noble. C'est quelqu'un qui sait que la vraie photographie, c'est les vieux procédés, ceux où on prenait son temps, ceux où il y avait du grain, l'image. Ah, bien le bonjour, jeunes gens. Archibald, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai profité de ces 2 dernières semaines pour découvrir le XXIe siècle, et je n'ai qu'une chose à dire. Je viens vraiment d'une époque de merde. Écoute, ça me perturbe. Tu veux pas t'habiller comme les gens de ton époque? Soit. Patiente une seconde. Voilà. Qu'étais-je en train de dire? Ah oui. Au XXIe siècle, on ne meurt plus d'une myriade de maladies idiotes. Il y a beaucoup moins de guerres qu'à ma triste époque. Les prolétaires vivent aussi bien que certains bourgeois de mon temps et mes aïeux. La photographie. C'est pourri, la photo de nos jours. Mieux vaut un bon vieux. Tu plaisantes, j'espère. Les photographes ont passé les 150 dernières années à chercher des procédés toujours plus efficaces et faciles à mettre en œuvre. Niepce et Daguerre auraient un orgasme en visitant le rayon photo de la Fnac. D'ailleurs, je me suis offert un réflexe. Ces appareils sont de petits bijoux de technologie. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? La vraie photo, c'est la photo originelle, en argentique. Non, très cher, la photo est une fin, mais le procédé n'est qu'un moyen. Tu peux réaliser un beau portrait avec n'importe quel matériel. Le piqué, la profondeur de champ et le grain de l'image ne sont que des aspects physiques de ta photographie, mais le sens profond de celle-ci est ailleurs. Les procédés de mon temps ont du charme aujourd'hui car outre rappeler le bon vieux temps, ils permettent de tout faire soi-même et d'avoir la sensation de fabriquer sa photo, en plus de la prendre. Mais les procédés numériques récents permettent de s'affranchir de tous ces aspects techniques et de se concentrer sur sa prise de vue et de ce que l'on veut faire passer comme message dans sa photo. Et le procédé originel n'est pas argentique. Il fonctionne au bitume de Judée. Mais Il n'y a pas de mais. De mon temps, on cherchait par tous les moyens à réaliser des images en couleur, en basse lumière, avec des temps d'exposition très courts, fidèles et reproductibles. On aurait adoré disposer de flashs réutilisables des milliers de fois, avec une puissance réglable et contrôlable à distance, plutôt que nos lampes à phosphore chères, dangereuses, difficilement contrôlables et à usage unique. Sans compter le prix des produits chimiques et la facilité avec laquelle on peut développer et tirer une photographie numérique. Non, vraiment, je crois que mon cœur bat pour ce petit réflexe. Dis-moi, Arnaud, pourquoi ton compagnon s'est-il donné la mort? oh, pour rien, t'inquiète, il réapparaîtra dans un épisode futur. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Qu'y a-t-il? Tu ne prends jamais les morts en photo? Bah non, c'est impudique, c'est glauque même. Ah, je comprends alors mieux ce qui m'est arrivé ce matin.
Ce matin, en me promenant au cimetière municipal, j'ai croisé une funéraille. Je n'ai pas compris de prime abord pourquoi j'ai été éjecté du dit cimetière Manu Militari quand j'ai proposé aux personnes présentes de faire une photo de famille avec leurs proches décédés. Vous ne faites donc jamais ça? Bah non. Voilà qui est curieux. La photographie post-mortem est très courante à mon époque. Quoi? Laisse-moi t'expliquer. Bonjour chère caméra, je suis heureux de te revoir. Aujourd'hui, je te suggère d'apprendre à réaliser une photographie post-mortem. Au 19e siècle, la photographie est certes en pleine expansion, mais reste un procédé très rare au regard du 21e siècle. Je t'ai déjà dit que cette photographie, prise en 1827, est la toute première photographie, ou du moins la plus ancienne dont il nous reste une trace. Mais sais-tu, chère caméra, que cette photographie-ci est la toute première image uploadée sur le net en 1992. Michael Stevens, de la chaîne YouTube Vsauce que je te recommande, nous dit que 1000 Memories s'est demandé combien de photographies ont été prises depuis l'invention du procédé jusqu'à nos jours. Et d'après leurs estimations, il aurait été pris près de 350 000 milliards de clichés à travers le monde. Et parmi ceux-ci, 4 milliards ont été pris durant l'année qui vient de s'écouler. Nous prenons aujourd'hui 4 fois plus de photographies en une journée que nous n'en prenions il y a 10 ans. Aujourd'hui, toutes les 2 minutes, l'humanité prend plus de photographies que durant tout le 19e siècle. Derrière ces impressionnantes statistiques se cache une triste réalité. Au 19e siècle, on pouvait passer toute sa vie sans jamais prendre de photos ou se faire prendre en photo. C'est triste. Triste, oui. Passer une vie entière sans se faire prendre en photo. Mais ce que cela veut dire, c'est que c'est bien souvent quand quelqu'un passait l'arme à gauche que l'on se disait que fichtre. Il serait temps de garder un souvenir de lui. On meurt bien plus au 19e siècle qu'aujourd'hui, et le rapport à la mort est bien plus décomplexé. Pour nous, au 19e siècle, la mort est normale. C'est alors développée la mode de la photographie post-mortem. Et si tu veux réaliser une photographie post-mortem, chère caméra, tu peux te rallier à différentes écoles. Il est des photographes qui vont mettre la mort en avant, et d'autres qui vont tout simplement tenter de l'effacer. Si tu souhaites réaliser une photographie post-mortem montrant toute l'extrême vanité de nos frêles existences, chère caméra, je t'invite à réaliser une composition dans laquelle tu évoqueras la mort. Tu peux ainsi disposer des fleurs ou des cierges autour du cadavre, mais attention lors de la manipulation de ceux-ci, de ne pas provoquer d'incendie. Si le risque te paraît trop grand, tu pourras te contenter de placer le défunt dans sa bière et de mettre en scène ses proches autour de lui. Mais ces images de gisants, c'est ainsi qu'on les appelle, sont somme toute d'un classique très ennuyeux. Alors je te suggère, chère caméra, de faire oublier, le temps d'une prise de vue, le décès de cette personne. Pour lui redonner vie, tu useras d'artifices allant du simple au complexe, dont voici les principaux. Tout d'abord, pourquoi ne pas le mettre en scène dormant paisiblement ? Inutile de préciser qu'il est préférable d'attendre la fin de la raideur cadavérique afin de réaliser ce genre de cliché avec une certaine facilité. Mais il te faudra, à ce moment-là, compter sur les talents de l'embaumeur pour ne pas être trop incommodé par l'odeur. Je t'invite à intégrer à ta composition des membres de la famille du défunt, afin de mieux donner l'image d'une famille unie. Ceci sera particulièrement facile avec les jeunes enfants que leurs mères ne rechigneront pas à prendre dans leurs bras. Mais bien évidemment, il ne faut pas se borner à un âge précis. L'amour d'une mère dépasse le bas âge. Et quand je dis l'amour d'une mère, je veux bien entendu aussi dire l'amour d'un père. Ou d'une sœur. Ou encore l'amour de ce mari qui pose à côté de son épouse prétendument endormie. Ou encore l'amour d'un chien pour son maître. Ou l'inverse, bien entendu. Mais je m'égare, passons maintenant au degré supérieur. Tu peux aussi, chère caméra, donner encore plus de vie au défunt en lui ouvrant les yeux. Ce poupon ne semble-t-il pas transpirant de vie? Et cette fillette ne semble-t-elle pas prête à bondir des genoux de sa mère pour aller jouer?
Celle-ci semble réfléchir à sa prochaine bêtise. Mais prête attention, chère caméra. Le photographe a astucieusement, par un procédé de superposition qui n'est ni plus ni moins que l'ancêtre de Photoshop, intégré deux anges à l'image. Deux anges qui viennent quérir l'âme de la petite fille pour l'emmener vers l'au-delà. N'est-ce pas mignon ? Pour rendre un bébé vivant, outre lui ouvrir les yeux, je t'invite à l'asseoir. Si tu ne disposes pas de dispositif aidant à la manœuvre, aide-toi simplement du dossier d'une chaise. J'attire ton attention sur un autre élément de cette photographie. En effet, le photographe a ajouté un peu de rose sur les joues de cet enfant pour le rendre encore plus vivant. N'est-ce pas adorable ? Certains photographes vont même jusqu'à créer des poses réellement touchantes de vie, comme avec cette jeune femme. Mais sa position est plutôt facile à reproduire. Cependant, chère caméra, que penses-tu de celle-ci ? N'est-elle pas mignonne en train de se réveiller ? Pour ce style de pose plus complexe, on fera appel, comme je l'évoquais il y a un instant, à des dispositifs prévus à cet effet. Dans tout studio photographique digne de ce nom, on trouvera cette machine destinée à maintenir le défunt dans une position avantageuse. Il en existe bien entendu une myriade de variantes, mais toutes avec le même but. Rendre le défunt vivant et recréer une véritable photo de famille. Par exemple, regarde, chère caméra, cette photographie. Ne jurerait-on pas que cette jeune fille est vivante ? Et pourtant, si tu regardes attentivement, tu verras poindre le dispositif servant à la maintenir debout juste derrière elle. Mais si tu disposes de moyens limités, je t'invite à faire preuve d'ingéniosité, comme dans cette photographie où ce sont les membres de la famille et le mur du fond qui maintiennent madame dans une posture convenable. Comme tu le vois, chère caméra, la photographie post-mortem est simple à mettre en œuvre et aiguisera tes talents de retoucheur. La photographie post-mortem est plus populaire qu'on ne le pense. J'en tiens pour preuve ce cliché de Victor Hugo sur son lit de mort, réalisé par Nadar. Nadar, le premier photographe aérien dont j'ai évoqué le nom la fois dernière. Tu trouveras en description de la vidéo une liste de produits chimiques qui empêchent les yeux de devenir vitreux, mais si le mal est déjà fait, je t'y adjoins l'adresse d'un vendeur d'yeux de verre. Je fais régulièrement appel à lui, c'est un excellent fournisseur. Tiens Arnaud, te revoilà, où étais-tu passé ? Juste parti vomir. Diantre ce que les gens du 21e siècle ont l'esprit étroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que je ne vous aurai pas provoqué de cauchemar. Non, en fait, j'en ai rien à foutre. Si vous avez apprécié ce contenu, certes plus sordide que d'habitude, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit like sur ma page Facebook. En outre, vous pouvez retrouver tous les autres cours photo gratuitement sur le studiodepoche.fr. N'oubliez pas non plus Spreadshirt et Tipeee. En attendant, je vous dis à la revoyure. J'ai encore un relent. Ce que je vais dire maintenant n'était pas prévu dans la vidéo, mais hier, enfin la veille du tournage de cette vidéo, je suis allé faire un peu d'urbex. J'ai visité une maison abandonnée dont les propriétaires sont morts il y a de ça 1 an ou 2. C'était au beau milieu d'un village voisin, j'y suis donc allé en pleine nuit pour pas qu'on me voie crocheter la serrure et que tout le voisinage appelle les flics. La maison était en bordel, c'était pas vraiment beau donc j'ai pas pris de photos. Mais sur une commode dans la chambre, je suis tombé sur tout un tas de vieilles photos résumant peu ou prou la vie de ces personnes. Je suis resté un long moment à les regarder et j'ai trouvé ça assez triste que quelque part, au milieu de cette maison pourrissante, infestée de chats de gouttière, la seule chose qui reste de toute la vie de ces gens qui sont morts sans manifestement laisser d'enfants, soit une poignée de photos en noir et blanc résumant les étapes importantes de leur vie. C'est tout ce qui reste d'eux, quoi. Ces photos représentaient donc quasi exclusivement les moments importants de leur vie, baptême, mariage, ordination, parce qu'ils avaient l'air très croyants. Une photo, une seule photo d'un voyage au Liban, alors que nous, dès qu'on va quelque part, on rentre avec 3000 clichés. Et au milieu de ces images, des portraits post-mortem. Ce que j'ai trouvé troublant, c'est que ces décès étaient traités de la même manière que le reste des photos. Elles n'étaient pas rangées à part, elles étaient avec les autres dans l'album, comme s'il n'y avait aucune différence entre un mariage et un enterrement. Et ces photos dataient d'il y a seulement 50 ou 60 ans. Et c'est là que je me suis rappelé que chez ma grand-mère, il y a une photo du cercueil de mon grand-père le jour de son enterrement, il y a une 30aine d'années.
Mais bien entendu, vous ne verrez aucune de ces photos parce que j'ai tout laissé sur place et ça sert à rien de me demander où c'était, je le dirai pas. Sur ce, à la revoyure.